Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. L'Europe et la France voient une résurgence de l'antisémitisme. L'antisémitisme racial, l'antisémitisme religieux, politique, islamiste, antisioniste, complotiste, l'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme d'extrême gauche, woke, intersectionnel. Amis auditeurs et auditrices, connaissez-vous le très bon reportage documentaire qui s'intitule « Evergreen ou les dérives du progressisme », disponible en ligne gratuitement sur YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vu, s'il vous plaît, précipitez-vous pour vous informer et voyez-le pour vous et pour vos enfants. Ce docu montre des incidents avec des vidéos directement filmées par les élèves eux-mêmes qui ont proliféré au sein du mouvement progressiste appelé woke et intersectionnel dans la fac d'Evergreen aux États-Unis. Il tente à informer sur l'arrivée de cette idéologie dans nos écoles, dans nos médias, sur nos réseaux sociaux, dans nos facultés et dans notre cinéma. Je vous le conseille, il est édifiant. Mais de quoi parle-t-elle? Woke? Intersectionnel? Je ne comprends pas. Écoute-nous et tu vas comprendre. Le docu permet de voir à l'œuvre les dérives d'une faculté dont les élèves sont allés jusqu'à menacer de mort leurs professeurs blancs en exerçant une cancel culture systémique même, pour parler selon la nomenclature de leur idéologie, parmi lesquels un professeur de religion juive. On s'en ficherait et on se passerait bien de préciser que ce professeur était juif si ceci n'expliquait pas cela. Par un hasard, qui n'en est pas un, ce professeur a été celui qui a tiré la sonnette d'alarme en envoyant un mail à son administration. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de participer à l'interdiction mise en place par la direction, dite ultra-progressiste de sa faculté, qui s'adressait à tous les blancs, étudiants et professeurs, interdiction donc de se rendre pendant une journée entière sur le campus en tant que blanc. Vous vous demandez certainement quel est le but ? Eh bien, de faire acte de pénitence pour les Blancs, coupables du racisme inhérent à leur couleur de peau, et coupables de faits qu'ils n'ont pas commis auprès de personnes qui ne les ont pas subis. Coupables et porteurs de racisme systémique envers les personnes dites noires et racisées, toujours pour employer leur nomenclature racialiste identitaire. Ne pensez pas que ce sont mes termes à moi, le racisme donc intériorisé des Blancs, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Le simple fait d'être blanc au Wokistan vous désigne raciste, mais j'ai mieux, un peu de patience. Ce professeur a déclaré que lorsque l'ordre de ne pas se rendre dans un lieu était imposé, à cause d'une couleur de peau, cela lui rappelait quelque chose dans l'histoire de sa propre famille et de sa mémoire, et de la mémoire qui devrait être collective, quelque chose qui sonnait comme un danger, comme une alerte inacceptable après des interdictions de plus en plus folles, déjà instaurées les unes à la suite des autres. Le prof résiste, il dit non, s'ensuit humiliation publique, il est conspué, injurié, menacé de mort et exclu. Tout ça en vidéo. Pour la suite de l'histoire, rendez-vous sur la page YouTube du reportage Evergreen ou les dérives du progressisme, vous ne serez pas déçus. Ce docu-reportage illustre un mouvement qui est arrivé dans plusieurs facultés américaines et qui a commencé à s'enraciner dans nos facultés françaises, démontrant la façon dont des universitaires sociologues biberonnés à cette idéologie et biberonnant à leur tour manipulent des étudiants qui pour la plupart sont au mieux crédules et sincères dans leurs souhaits et combats d'une société juste, au pire incultes et fragiles, en inversant la lutte antiraciste et antifasciste. Le wokisme devient un business. La journaliste d'investigation du Point, Nora Bussini, a signé un excellent livre intitulé « Les nouveaux inquisiteurs » chez Albin Michel. Elle y raconte son infiltration, moquée pour sa perruque de couleur et ses faux piercings par une partie des médias pas contents. Quand la journaliste montre la lune, on fait tout pour faire regarder le doigt. Son infiltration dans les services de sécurité pour la Pride en France, sorte de marche des fiertés, en opposition à la traditionnelle Gay Pride, se voulant plus antiraciste et anti-impérialiste, pour laquelle il lui a été demandé d'exclure toute personne blanche en tête de cortège, donc au nom de l'inclusion et de l'antiracisme.
La réalité est que les milieux LGBT n'en peuvent plus, explique Nora, que je cite, de côtoyer des extrémistes qui, au nom d'un combat pour les minorités, interdisaient un tel parce qu'il était gay, blanc ou cisgenre. Discussion donc entre antifascistes sur l'exclusion ou non des juifs, cherchez l'erreur, parce que quand même, ils ont vécu la Shoah. Alors pour ceux qui comprennent encore ce mot, voir le sondage récent d'Opinionway. Parce que oui, saviez-vous que chez les woke, les juifs sont des privilégiés. Ça y est, nous y sommes. Ce ne sont que 2 exemples que je donne ici. La liste est très longue. On en rirait si les accointances avec cette mouvance à la pensée binaire, raciste, racialiste, ne flirtaient pas avec d'autres fanatismes dangereux. Est-ce une blague ? Je n'en suis pas l'auteur. Entre fanatiques, me direz-vous, on se comprend, on se rejoint. On s'aime jusqu'à ce que l'on se déteste. Car qui vit au pays des dogmes risque une fatwa woke ou une fatwa tout court quand il sort des commandements de sa religion. Alors, le wokisme, ça existe ou ça n'existe pas ? Aujourd'hui, pour ce second épisode, je reçois Samuel Fitoussi. Samuel Fitoussi, vous êtes auteur, essayiste et chroniqueur. Vous êtes diplômé en économie de l'université de Cambridge et d'HEC Paris. Vous avez collaboré avec plusieurs journaux, dont Le Monde, Contrepoint, Le Figaro et la Revue des Deux Mondes. Vous avez également été chroniqueur sur BFM. Et en 2023, vous publiez Woke Fiction, un livre qui explore comment l'idéologie woke change nos films et nos séries. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Samuel, après cette longue introduction, j'aimerais savoir comment pouvez-vous expliquer est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le wokisme et comment il influence notre société actuelle. Alors, peut-être déjà la première partie, qu'est-ce que le wokisme pour les gens qui nous écoutent ? Le wokisme, c'est un terme, on va dire, qui permet de regrouper une constellation d'idées qui ont envahi les sociétés occidentales ces dernières années. Donc ces idées, on peut en nommer quelques-unes. Donc théorie du genre, l'idée que notre sexe biologique ne correspond pas forcément à notre identité de genre. L'idée de l'intersectionnalité, donc cette notion postule qu'il existe une hiérarchie d'oppression dans nos sociétés qui s'entrecroisent et qu'au sommet de la pyramide des dominations se situe le mâle blanc hétérosexuel cisgenre, et par conséquent que les minorités doivent s'unir pour déconstruire l'oppression qu'il leur fait subir. Il y a d'autres idées, l'idée de racisme systémique. Donc le racisme systémique, c'est une forme d'évolution de la notion de racisme. Désormais, on ne lutte plus contre des actes racistes ou contre des individus racistes, mais contre un système impersonnel. C'est une forme de théorie du complot chic, si vous voulez. Un système qui perpétuerait les inégalités, même si ce système est en apparence universel et aveugle à la couleur de peau. Il y a certaines idées issues du néo-féminisme, un féminisme de plus en plus misandre, un féminisme de plus en plus persuadé que, un paradoxe d'ailleurs, c'est qu'à mesure que la condition des femmes, l'égalité homme-femme progresse dans nos sociétés, le discours se radicalise, on croit de plus en plus au patriarcat, donc voilà la notion de patriarcat. Donc c'est un ensemble, une constellation d'idées, et ce qu'il faut préciser, c'est que ces idées ne sont pas forcément unies par le même héritage philosophique. Parfois elles peuvent même entrer en contradiction, ces idées, mais le terme wokisme n'est pas un abus de langage, il est utile. Parce qu'il permet de regrouper sous une même bannière des termes qui sont portés par les mêmes militants, si vous voulez. Quand vous adhérez à la théorie du genre, il y a aussi des grandes chances que vous adhériez à la notion de racisme systémique. Donc le terme wokisme regroupe une réalité sociologique, si vous voulez, et en ce sens il est utile parce que quand certaines de ces idées pénètrent dans une institution, elles ne viennent pas seules, c'est une constellation d'idées contre laquelle il faut se battre, une constellation d'idées régressives. Voilà. D'accord. On entend souvent que le wokisme n'existe pas, d'un côté, que ce mot devient galvaudé, qu'il est utilisé à tort et à travers. Pour certains, l'utiliser serait relevé de l'extrême droite, alors qu'il y a des intellectuels d'extrême gauche qui se revendiquent woke, qui disent, des podcasteuses françaises qui le revendiquent. On est un peu perdu, et puis tous ces termes que vous employez, moi je comprends leur signification, mais est-ce que ça intéresse vraiment les Français, ce débat ? Est-ce que c'est pas un débat d'initiés, d'intellectuels, dans un peu une caste fermée est-ce que ça peut vraiment intéresser les Français ? Et si ça intéresse les Français, ou si ça ne les intéresse pas, en quoi il faudrait que ça les intéresse ? Pourquoi ils sont concernés ? Déjà, pour répondre à la première partie de la question, c'est vrai que beaucoup de gens disent que le wokisme n'existe pas, que c'est une panique morale d'extrême droite.
Mais ce qui est assez drôle, c'est que souvent ces mêmes gens sont eux-mêmes woke, mais surtout ces gens vont dire le wokisme n'existe pas. Par contre, l'intersectionnalité est une notion qui existe et à laquelle je crois. Par contre, la théorie critique de la race, qui est une autre branche du wokisme, est une théorie que j'étudie à laquelle je crois. Par contre, le décolonialisme ou le post-colonialisme, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est non pas la décolonisation des nations colonisées, c'est bien de le préciser. mais la décolonisation de l'Occident lui-même, parce que l'Occident porterait encore des sortes à travers nos mœurs, nos conventions sociales, nos institutions, on continuerait, il y aurait des rémanences du passé qui continueraient à inférioriser les minorités ethniques. On est encore dans une forme de complotisme, et donc il faudrait décoloniser nos propres sociétés, et donc des centaines, des milliers d'étudiants étudient à l'université, même en France, le post-colonialisme, qui leur apprend que l'Occident est tout entier oppressif. Donc voilà, on peut dire que le wokisme n'existe pas, mais n'empêche que toutes les notions que j'ai citées, la notion aussi, il y en a d'autres, de culture du viol, de continuum de violence, etc. Toutes ces notions existent, et donc si on peut accepter, on peut comme eux accepter le wokisme n'existe pas, très bien. On va prendre toutes ces notions, on va leur donner un autre nom, le nom que vous voulez, on peut les appeler bidules, et on va parler de bidules si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée que le wokisme n'existe pas, c'est empêcher de désigner une réalité sociologique pour empêcher de combattre cette réalité. Mais encore une fois, les notions, les champs d'études dont on parle quand on parle de wokisme, eux existent. C'est-à-dire qu'ils existent sous des synonymes, et en plus ils sont étudiés à l'école, à l'université, à la faculté. Et puis, pour répondre à la deuxième partie de votre question, doit-on s'inquiéter, ou est-ce un débat universitaire qui dans tous les cas n'a pas beaucoup d'influence sur le quotidien des Français? Moi je pense qu'on doit s'inquiéter parce qu'on est sans doute qu'au début du wokisme. Il y a 10 ans, en fait le wokisme a commencé dans les années 80 dans l'université américaine, je dirais. Certains disent que ça date même des années 60 avec le postmodernisme français. Oui, c'est ce que j'ai lu. Mais on va dire que ça a commencé dans les années 80 à l'université américaine. Si vous voulez, l'intersectionnalité, ça a été théorisé en 1987 par Kimberlé Crenshaw. La théorie du genre, c'est l'idée que les stéréotypes de genre sont tous des constructions sociales. Judith Butler, c'est les années 80 aussi. Et ça a mis quelques années, ça a incubé dans les universités américaines, avant de déferler dans les années 2010 dans l'ensemble des institutions américaines et dans l'ensemble de la société américaine, à mesure qu'une nouvelle génération d'étudiants biberonnés à toutes ces théories a envahi le monde du travail, a envahi les ressources humaines des grandes entreprises, etc. Et ça a commencé à avoir des effets très concrets sur les Américains. Par exemple, toutes les grandes entreprises américaines aujourd'hui ont des programmes dits DEI, donc diversité, équité, inclusion, qui mettent en place des politiques raciales presque redistributives qui discriminent de manière significative les blancs à l'embauche. Donc ça c'est très concret dans la vie des Américains. Vous pouvez être blanc, défavorisé, méritant, vous allez vous faire discriminer au profit d'un individu noir, peut-être plus bourgeois que vous, donc c'est une pure injustice. Ça a été aussi, c'est devenu institutionnalisé à la sélection à l'université américaine, donc on a remplacé la méritocratie par la logique des quotas, ce qu'on peut considérer être une régression. Évidemment le niveau a baissé parce que c'est la conséquence logique de la politique des quotas. Certains se sont vus discriminés. Donc le wokisme a des conséquences concrètes sur la vie des gens. Moi dans mon livre, c'est un livre sur le cinéma et les séries, on voit très concrètement que depuis 5 ans, la qualité des films et des séries sur nos écrans a baissé parce que les scénaristes, on pourra en reparler, mais doivent obéir à tout un cahier des charges idéologiques. Donc le wokisme a des effets très concrets dans la vie des gens lorsqu'il est appliqué, et on ne semble n'être qu'au début de cette tendance. Le wokisme, il faut rappeler qu'au cœur du wokisme, il y a l'idée, c'est une forme de haine de la civilisation occidentale, l'idée que la civilisation occidentale est oppressive, opprime toutes les autres civilisations, opprime les minorités ethniques. Donc il y a une forme de soif de la table rase, de la déconstruction. Et par conséquent, je pense qu'il faut se méfier de ces idées qui sont profondément dangereuses, les combattre à la fois en donnant des arguments et à la fois en combattant leurs conséquences pratiques. Et peut-être que certains Français aujourd'hui ont l'impression que c'est un débat niche universitaire, mais je garantis que dans les prochaines années, ces thématiques vont les toucher, les affecter négativement. Alors justement, comment ces dynamiques pourraient-elles affecter, là vous me tendez une perche, les communautés, y compris la communauté juive en France? Ce serait quoi le lien entre donc, le wokisme et ces mécanismes qui affecteraient
comment le wokisme pourrait nourrir l'antisémitisme. Oui, donc c'est vrai qu'après le 7 octobre, beaucoup de gens ont découvert un peu effarés la réalité de l'antisémitisme d'extrême gauche, ou l'antisémitisme woke, on va dire. Ça s'est vu particulièrement sur les campus américains, où des étudiants ont pris la parole à UPenn par exemple pour dire qu'en Israël il n'y a pas de civils innocents. Des manifestations se sont faites avec des emblèmes parapentes à la gloire des massacreurs du Hamas. En France, on a vu l'attitude extrêmement ambiguë de la France insoumise sur l'antisémitisme. Les mouvements féministes aussi ont viré même les filles qui traquent les offenses faites aux femmes dans l'absence d'écriture inclusive et dans le vocabulaire, ont été étonnamment silencieuses sur le viol et le massacre de centaines de femmes juives. Donc effectivement, après le 7 octobre, beaucoup de gens, même des juifs plutôt de gauche, qui avaient tendance à ne pas... à penser que le wokisme, la crainte du wokisme était plutôt une panique morale, ont découvert qu'il y avait un sujet. Et c'est paradoxal parce que le wokisme, quand on l'écoute, c'est un mouvement qui se dit pour la défense des minorités, pour la défense des minorités religieuses. Ce qui est bien à l'origine. Ce qui est évidemment une bonne chose quand les combats ne sont pas dévoyés, quand le wokisme le fait. Mais donc beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi le wokisme ne défend-il pas les juifs, les juifs étant une minorité? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Donc déjà, la haine d'Israël, c'est notamment parce qu'Israël est perçu comme un phare de civilisation occidentale au milieu du Moyen-Orient. Colonisatrice. Oui, à la fois colonisatrice, mais même s'il n'y avait pas la colonisation, c'est l'Occident au Moyen-Orient. C'est les valeurs occidentales au Moyen-Orient. Voilà. Et les woke, dans les champs académiques woke, on apprend aux élèves que l'ennemi, c'est le mâle blanc occidental cisgenre. Donc, il y a un conflit racisé, si vous voulez, pour employer leur nomenclature, comme vous dites, versus occidentaux, blancs. Spontanément, ils peuvent avoir tendance à prendre le côté des racisés, si vous voulez, indépendamment du partage des torts, etc. Il y a autre chose évidemment, c'est que dans la pensée woke, la colonisation est supposée le pire des maux. Donc Israël étant accusé de colonisation, à la fois il y a la question de la Cisjordanie, et à la fois beaucoup de woke pensent que Israël, de la rivière à la mer, est un pays colonisateur. Sauf que ça, évidemment, on peut remettre ça en cause. On peut même penser qu'Israël est une entreprise de décolonisation. C'est le droit à l'autodétermination du peuple juif sur sa propre terre, dont il avait été chassé pendant des milliers d'années. C'est le retour des indigènes sur leur terre, voilà, qui rejoindrait une des théories, d'ailleurs, des gens, entre guillemets, woke, ce serait de récupérer leur terre d'origine. Exactement. Donc c'est une forme de décolonialisme mal compris. Mais surtout, dans l'antisémitisme woke, je pense qu'il y a quelque chose d'autre de plus fondamental. C'est que donc, le wokisme divise la société, voit la vie en société comme un jeu à somme nulle entre différents groupes identitaires. Et donc, il divise la vie entre dominants et dominés. Vous avez certains groupes qui dominent et d'autres qui sont dominés, opprimés par les dominants. Les oppresseurs et les opprimés. Et comment les woke décident qui est opprimé, qui ne l'est pas, qui est dominant, qui ne l'est pas. Ils regardent en fait quel groupe en moyenne réussit mieux que d'autres. Vous voyez, donc aux États-Unis, les blancs sont surreprésentés dans certains domaines. Et partant de cette surreprésentation, les woke disent leur surreprésentation ne peut être due qu'à un privilège dont ils jouissent, à un tort qu'ils infligent à d'autres groupes, et donc les blancs sont intrinsèquement mauvais, intrinsèquement oppressifs. Vous voyez ce que je veux dire? La blanchité, c'est ce que j'expliquais dans mon édito. Parce que les blancs réussissent. Donc pour eux, les disparités statistiques entre différents groupes identitaires, communautaires ou ethniques ou religieux ne peuvent jamais être dues aux dynamiques culturelles internes à ces groupes, mais toujours à soit une injustice qu'on subit, soit une oppression qu'on fait subir à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne choisit pas ce qu'on est par naissance. C'est ça l'identitaire, pour expliquer aux gens. Exactement. Mais si vous voulez, aux États-Unis, par exemple, les Noirs sont surreprésentés en prison par rapport à leur poids dans leur population. D'accord. On pourrait dire la cause de cette surreprésentation, c'est des dynamiques culturelles internes à la communauté noire qu'il faudrait remettre en cause pour résoudre cette surreprésentation. Les woke refusent cette explication. Les woke disent si les noirs sont surreprésentés en prison, c'est parce que la société américaine fait preuve d'un racisme systémique, les opprime, etc. Donc toute asymétrie en faveur d'un groupe est vue comme une preuve du vice de ce groupe. Et tout est vu sous le prisme. Et toute asymétrie en défaveur d'un groupe est vue comme une injustice en défaveur de ce groupe. Et donc là où je veux en venir, c'est que si vous prenez les juifs sont un groupe
qui, en moyenne, c'est des moyennes parce qu'on est des individus avant tout et tout le monde peut se distinguer de la moyenne de son groupe, mais les Juifs sont un groupe qui réussit en moyenne très bien. Si les Blancs aux États-Unis sont surreprésentés dans certains domaines, par exemple à Hollywood, mais au sein du groupe des Blancs, les Juifs, par rapport à leur poids dans la population, sont encore plus représentés, si vous voulez. Donc, avec la logique woke, qui voit dans toute surreprésentation une oppression infligée à d'autres, les Juifs sont de redoutables oppresseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, alors il y a quand même une discussion, parce qu'ils ont quand même le fil à la patte, les problèmes de la Shoah. Et c'est ça qui... Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, parce que la Shoah est une forme de réfutation de beaucoup de thèses woke, notamment parce que comment les woke expliquent le racisme dans la société de nos jours, c'est notamment parce que il y a pas souvent ils disent le racisme est là partout latent, alors qu'il n'y a pas vraiment, ils ne recensent pas d'actes racistes en soi et ils ne recensent pas vraiment de loi raciste. Il y a des actes racistes, mais je parle de situations où il n'y a pas d'actes racistes. Et ils disent c'est parce que le passé vit encore à travers nous. Donc les États-Unis par exemple étaient esclavagistes, la France était colonialiste, et le passé, il y a des survivances du passé qui continuent à produire leurs effets. Donc c'est une théorie intéressante, mais on voit avec la Shoah que les Juifs qui ont été en Europe victimes d'une entreprise d'extermination il y a 75 ans, aujourd'hui se portent plutôt très bien, réussissent bien, on réussit. Donc le succès des Juifs réfute de nombreuses théories woke, et par conséquent la Shoah est un peu un angle mort. D'ailleurs, si vous regardez les champs académiques woke, donc il y a les gender studies, les post-colonial studies, etc. Il y a des intellectuels qui appellent ça, Hélène Plucrose et James Lindsay notamment, qui appellent ça les études des doléances. Donc c'est on apprend à différentes minorités pourquoi elles peuvent en vouloir à l'Occident. On leur dit, vous pouvez faire un procès à l'Occident parce qu'ils vous ont fait ça et ça, vous parce qu'ils vous ont fait... donc vous pouvez demander réparation pour telle et telle chose, etc. Et donc logiquement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des études de la Shoah, mais pourtant, il n'y a très très peu... il y a un très bon article de Nathalie Heinig, la sociologue, sur cette question. Il y a très peu je l'ai interviewée d'ailleurs, je crois, il n'y a pas longtemps. Qui est une des meilleures sociologues françaises, qui est passionnante et qui justement se distingue de la doxa woke et qui n'en peut plus et qui combat ça à son échelle. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle est de gauche, donc on peut pas accuser l'anti-wokisme d'être de droite, mais elle est universaliste, elle n'adhère pas à tout ça. Et elle a fait un très bon article sur l'antisémitisme woke où elle montre que quand on tape sur internet, je crois, Jewish Studies, il y a 100 à 1000 fois moins de retours que si on tape Black Studies, Islamic Studies, etc. au sein des champs académiques woke. Donc la Shoah est effectivement le passé des Juifs et un point mort de logiciel woke pour la raison que j'ai expliquée. Ce que vous venez de dire, il y a deux choses que j'ai envie de relever. D'abord, premièrement, ça me fait penser à l'histoire de Simone Veil, qui très peu de temps après, moins de 6 mois, je crois, de mémoire, après être rentrée d'Auschwitz, s'est inscrite à la faculté de droit, et s'est retrouvée sur les bancs de la fac. Pour moi, c'est un exemple de résilience et de force et de vie, et je prends son exemple, mais ça fait écho à ce que vous venez de raconter, en fait. Et qui en plus a servi son pays, la France, qui quand même l'avait envoyé dans les camps. Donc c'est quand même assez incroyable. Non, mais l'exemple est très intéressant parce qu'il montre que le meilleur moyen d'aider certains, en fait, c'est de faire en sorte qu'ils aillent au-delà de leurs conditions de victime. C'est de cesser de les enfermer dans leurs conditions de victime en leur disant « vous êtes une victime, la façon dont vous allez vous en sortir, c'est en construisant toute votre identité autour de votre statut de victime, en réclamant des réparations à la société, etc. » Les woke enferment ceux qui croient défendre dans cette position de victime et les empêchent de s'en sortir en leur disant « c'est jamais de votre faute, votre destin n'est pas entre vos mains, le destin est entre les mains des autres, donc vous allez vous en sortir en militant, en accusant les autres. » Mais votre exemple est passionnant parce qu'il montre justement que pour s'en sortir, le passé est le passé, c'est horrible, mais il faut passer à autre chose, aller de l'avant, prendre son destin en main, soit l'inverse du message woke. Et c'est leur enlever un espoir en plus, vraiment de faire ça. Et puis alors, la seconde chose, c'est que c'est terrible ce que vous venez de raconter et de dépeindre, parce qu'il y a toute une jeunesse qui aspire très sincèrement à plus d'égalité, à combattre les injustices sociales. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le choix de cette jeunesse-là
quel est-il? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut leur faire prendre conscience que oui, ce combat-là est juste, parce qu'on a l'impression que si on combat le wokisme, on tombe dans l'extrême droite et qu'on n'est pas du tout pour la justice sociale, alors que c'est une aberration totale, c'est pas ça. Donc ils sont finalement manipulés, ils servent pas de chair à canon, ils servent de chair à canon idéologique en fait pour cette idéologie. Comment on peut éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la société? Parce que toute cette jeunesse-là, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, ils sont pratiquement tous acquis à la cause du Hamas, pensant soutenir la Palestine, en n'y connaissant strictement rien à la généalogie des événements, parce que c'est un conflit, c'est une histoire très complexe. Très souvent, ils sont très mélenchonistes pour beaucoup, la jeunesse vote Mélenchon. Comment on peut éviter ça? Ce qui amène aussi aujourd'hui donc à cette montée de l'antisémitisme en France. Je sais pas, c'est compliqué effectivement parce que les woke sont... En fait, le problème du wokisme, c'est que les militants woke sont minoritaires dans la population, mais ils sont largement surreprésentation dans certaines sphères clés. Donc, par exemple, moi, dans mon livre, c'est le secteur de la culture où je documente ça. À France Télé, le directeur des contenus et des programmes de France Télévisions, par exemple. Delphine Arnault, oui. Delphine Arnault, c'est la présidente de France Télévisions, mais elle a nommé Stéphane Sidbon-Gomez, qui est un ancien, qui a donc à la tête de centaines de milliers d'euros tous les ans et d'équipes de centaines de personnes, et qui est un ancien militant d'extrême gauche assumé. Son engagement est public, vous pouvez le trouver sur internet. C'est probablement par ailleurs quelqu'un de très compétent, mais ça choquerait tout le monde si à l'inverse quelqu'un qui avait un engagement passé proche de l'extrême droite ou de Reconquête était nommé directeur des programmes et des contenus de France Télévisions. Delphine Ernotte, comme vous dites, donc présidente de France Télé, je ne sais pas si elle est woke, mais en tout cas elle assume par exemple de se livrer à une forme de discrimination ethnique. Oui, elle l'a dit, elle l'a dit publiquement qu'il n'y aurait pas d'hommes blancs. Voilà, elle est arrivée, sa première déclaration à France Télé, ça a été de dire on a une télé d'hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change. Et ensuite se sont suivis plusieurs licenciements d'hommes blancs. Elle a, dans une interview au Monde en 2019, elle a dit ma méthode c'est compter, sous-entendu compter le nombre de noirs et de blancs et de ne pas subventionner un projet s'il y a trop de blancs. Non, si la diversité n'est pas suffisamment bien représentée, sous-entendu s'il y a trop de blancs. Donc voilà, pourquoi je dis ça? Simplement parce que pour vous montrer que les woke sont minoritaires dans la population, mais étant donné qu'ils sont surreprésentés dans des positions qui leur donnent le pouvoir d'influencer les autres. Si vous voulez, France Télé, ça reste un bon exemple. France Télé, il y a la filiale digitale de France Télé qui s'appelle France Télé Slash. C'est très regardé, très consulté. Ça passe un peu sous les radars des médias traditionnels parce que c'est uniquement sur Internet. Mais c'est très consulté par les 12, 25 ans, je dirais. Et si vous allez sur France TV Slash, c'est uniquement des fictions qui montrent les hommes comme étant des violeurs, qui montrent des victimes de viol de pas s'en sortir, des documentaires sur les violences policières, des documentaires sur la discrimination. Il y a une série dont je crois que j'en parle pas dans mon livre, je l'ai enlevé finalement, mais des femmes en hijab qui sont interrogées pendant 40 minutes et qui expliquent que le hijab est une forme de libération, que c'est disponible produit avec l'argent des contribuables, que le hijab est une forme de libération, que la France est un pays islamophobe, etc. Et elles expliquent chacune comment elles sont allées à la Mecque et comment c'est là qu'elles ont fait un retour religieux et que depuis elles se sentent beaucoup plus libres maintenant qu'elles portent le hijab, etc. Et donc c'est contenu avec l'argent des contribuables, encore une fois. Et donc les woke, on peut aussi parler de l'université, évidemment on en a parlé, mais dans tous les départements de sciences sociales, les woke sont largement surreprésentés. Certains universitaires résistent. En France, il y a notamment l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires avec Nathalie Hennick, Xavier Laurent Salvador, Emmanuel Hénin, qui font un travail très courageux et formidable, mais ils sont très minoritaires. Ça fait que d'ailleurs les jeunes universitaires non woke sont obligés de se taire s'ils veulent une carrière. Moi j'ai un ami qui était universitaire qui a été plus ou moins placardisé en raison de ses opinions. Il n'était absolument pas d'extrême droite, simplement centriste universaliste. Gilles Kepel aussi d'ailleurs a dit qu'il pourrait plus aujourd'hui faire les mêmes cours qu'il faisait il y a plusieurs années. Et donc le problème de cette surreprésentation de militants woke dans certaines sphères, c'est qu'ils imposent au reste de la société leur subjectivité, ils éduquent, ils rééduquent plutôt, ils imposent leur normativité, et même si les woke sont numériquement minoritaires, ils sont culturellement majoritaires, voire dans certains domaines hégémoniques.
Et oui, moi je suis assez pessimiste pour la jeunesse non woke de demain dont vous parlez. Mais je pense que les solutions, c'est de continuer à expliquer qu'on peut être contre le racisme sans pour autant vouloir discriminer les blancs. On peut être pour l'égalité homme-femme sans pour autant vouloir discriminer les hommes, ou sans pour autant devoir détester les hommes, ou sans pour autant croire à des théories farfelues comme le continuum de violence faite aux femmes, et que peut-être il faut regarder scientifiquement comment lutter contre le viol, et il y a peut-être des manières plus efficaces de lutter contre le viol que de mettre en place l'écriture inclusive. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à mener le combat, à en parler, à discuter. Et voilà. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, pourquoi est-ce que vous avez dit, pourquoi en parlant des quotas, que c'était pas une bonne idée? Alors pourquoi est-ce que ce serait pas une bonne idée de faire des quotas? Le problème des quotas, bon, déjà c'est que ça crée des injustices. Y a une certaine... L'idée des quotas, c'est que certains sont défavorisés, donc en les discriminant positivement, on va rétablir une forme d'égalité. Mais ça aurait beaucoup plus de sens de partir du critère socio-économique dans ce cas-là que du critère racial ou identitaire. Par exemple, pour vous prendre un exemple, en finance, souvent ils cherchent la parité dans des équipes. C'est une belle idée, la parité. Le problème, c'est que souvent les candidats ne sont pas paritaires, il y a plus d'hommes que de femmes, si vous voulez, ou d'ailleurs dans certains domaines plus de femmes que d'hommes, ça mène à la discrimination inverse si on cherche la parité. Mais admettons dans le cas de figure que je décris, vous avez 70% de candidats masculins et vous cherchez à avoir 50-50 à la fin. La conséquence, c'est que vous êtes obligé de choisir de discriminer des hommes au profit des femmes, et donc de discriminer certains hommes au profit de certaines femmes en tout cas, et donc un homme issu d'un milieu populaire, au nom de la diversité et de la justice sociale, va être discriminé au profit d'une femme bourgeoise qui a grandi toute sa vie dans le 16e. C'est complètement absurde et complètement injuste. Par ailleurs, donc il y a la même logique qui est à l'œuvre pour les quotas raciaux, même si en théorie c'est interdit par la Constitution française, mais pour autant, ça n'empêche pas l'Arcom de faire tous les ans des statistiques ethniques sur la représentation, de compter le nombre de noirs et de blancs à la télévision française. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et par ailleurs, le problème des quotas, selon moi, j'en parle notamment dans mon livre appliqué à la question de la fiction, c'est qu'on ne considère plus les gens comme des individus, mais comme des représentants interchangeables de leur groupe. C'est une régression. L'universalisme, le libéralisme classique, si vous voulez. C'est l'effacement de l'individualité. Voilà, c'est respecter la singularité de l'individu. L'individu n'est pas défini par sa couleur de peau. Sa couleur de peau doit avoir moins d'importance. Son sexe doit aussi avoir moins d'importance. C'est un individu, il se trouve qu'il est noir, il se trouve que c'est une femme, mais voilà, si je suis chef d'entreprise, je vais le regarder pour ses qualités, son CV, sa capacité à être productif, mais ses déterminismes identitaires ne sont pas une question. Et par exemple dans la fiction, moi ce que je dis dans mon livre, c'est que la fiction doit montrer le particulier, nous montrer des individus singuliers. Et en faisant ça, la fiction peut servir d'antidote à l'idéologie. Parce que en politique, il faut faire fi des cas particuliers, il faut penser en abstraction, penser par masse, penser par groupe, et on a tendance à oublier souvent, mais c'est avec le discours politique ou le discours idéologique, que derrière les abstractions, au sein des groupes, il y a des individus. Et quand on fait, je cite dans mon livre des études sur l'empathie notamment, et donc quand on pense par groupe, on a beaucoup moins d'empathie pour les individus qui composent ces groupes. Et la fiction doit nous rappeler qu'au sein de ces groupes, c'est des individus qui ont comme nous une subjectivité, un destin, une personnalité, des amis, et donc quand on fait souffrir des gens, on fait souffrir des gens dont la vie a la même valeur que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et or, pour que la fiction puisse construire nos capacités d'empathie, il faut que justement l'individu soit singulier. Il ne faut pas que ce soit le représentant interchangeable d'un groupe. Il ne faut pas que le noir soit là pour représenter la communauté des noirs, que le LGBT soit là au nom de la représentation des LGBT, que la femme soit là en tant que porte-parole déléguée des femmes. Parce que sinon, on n'a plus des personnages, on a des prototypes interchangeables, on a des abstractions, et la fiction ne joue plus son rôle d'aller si vous voulez, du particulier à l'universel. Elle va du général au général en fait. Les personnages ne sont plus que des allégories, des métaphores de nos abstractions idéologiques, et donc elle ne peut plus jouer son rôle. Et je pense que c'est assez de manière générale, l'histoire a montré que c'était assez dangereux de commencer à rattacher chaque individu à un groupe. Cette vision communautaire est une pente glissante. C'est fou ce que vous expliquez, parce que évidemment ça veut dire qu'à un moment l'aboutissement de cette idéologie, on en arrive à exactement l'effet inverse qui est souhaité.
Et on en arrive à quelque chose même qui est une régression, puisque je pense à Pascal Légitimus, mais il y en a 50 000 des exemples comme ça, qui racontait il n'y a pas longtemps sur son Instagram qu'il a refusé tous les rôles qu'on lui proposait, puisqu'on l'enfermait dans son identité avant, qui était évidemment le voleur, le truc, le machin, etc. Donc en fait, c'est comme si on revenait avec cette idéologie, alors qu'on avait avancé, on revient à un enfermement de groupe, et on gomme les identités des gens, et on devient soi-même le représentant d'une oppression, d'un groupe, d'une histoire. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, au cinéma, il y a l'idée que les spectateurs ne peuvent que s'identifier à des personnages qui leur ressemblent physiquement maintenant. Ouais. Il y a l'idée que l'an dernier aux Oscars, une actrice a dédié son Oscar à toutes les petites filles qui lui ressemblent. Donc elle était, je crois, d'origine asiatique. Sous-entendu, je suis à l'écran pour vous représenter. Oui. Mais il faut voir que c'est évidemment une immense régression, parce que ce qui fait qu'on s'identifie à un personnage, c'est l'universalité des émotions, c'est le destin de ce personnage, c'est ses choix, c'est ce qui lui arrive, c'est ses tragédies familiales. C'est son libre arbitre. Son libre arbitre, c'est pas... Et si vous voulez, par exemple, c'est pas sa couleur de peau, à réduire à l'identification, à la ressemblance biologique, on est dans quelque chose d'extrêmement régressif. Et si vous voulez aussi, par exemple, je pense qu'un blanc passionné de cyclisme va peut-être plus s'identifier à un noir passionné de cyclisme qu'à un blanc qui n'aime pas le cyclisme. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. La couleur de peau est juste un attribut parmi beaucoup d'autres. Or, avec le wokisme, on en fait quelque chose de central. Et voilà, avec ce discours qui dit qu'on ne peut que s'identifier à des personnages qui nous ressemblent, le problème, c'est que ça a évidemment une valeur performative. Vous dites à des enfants que s'il n'y a pas de personnage, un LGBT noir, que s'il regarde un film sans LGBT noir, il est en fait opprimé. Il va être malheureux quand il va regarder des films sans LGBT noir. Il va développer une sorte de ressentiment. Il va lui-même se percevoir comme un représentant de la communauté des LGBT noirs plutôt que de se voir comme un individu singulier, membre d'une communauté humaine universelle, qui par ailleurs est LGBT noir, mais c'est un des nombreux attributs qui le définissent parmi d'autres. Donc je pense que voilà, on est dans une logique assez régressive. Ouais. Vous parliez de un peu votre pessimisme. Moi, je voudrais savoir comment vous voyez l'évolution du wokisme dans le paysage politique français et quelles pourraient être les conséquences à long terme pour la société française et puis peut-être pour la lutte contre l'antisémitisme, mais comment vous projetez cette idéologie? Comme je vous ai dit, je suis assez pessimiste pour l'avenir. Je pense que le problème, c'est qu'il y a un temps. Beaucoup ont dit après le 7 octobre, on a passé le pic du wokisme, les gens comprennent, on en revient, etc. Mais le problème, c'est que les jeunes générations sont extrêmement woke. Un sondage aux États-Unis récemment, je parle des États-Unis, mais les résultats, probablement avec certains. Enfin, disons, les résultats ne doivent pas être les mêmes en France parce que le wokisme n'est pas aussi répandu, mais les tendances générationnelles doivent être les mêmes. La pente, si vous voulez, doit être la même. Donc récemment aux États-Unis, un sondage demandait aux gens. Il y a une idéologie qui dit que nos sociétés sont discriminatoires et que les blancs sont oppressifs et doivent par conséquent être discriminés pour établir une égalité. Donc ça, c'était la question. Et la question, c'était, êtes-vous d'accord avec ça ou pas? C'est rétablir une égalité en discriminant les blancs par la discrimination des blancs. Et donc on a demandé ça à des milliers d'Américains. Ce qui est très intéressant, c'est les résultats par groupe d'âge. Si vous regardez les plus de 65 ans, vous êtes à je sais pas, 2% des gens qui sont d'accord avec ça. Chez les plus de 40 ans, vous devez être à 10. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais les ordres de grandeur sont bons. Par contre, chez les 18-24 ans, vous êtes à 69% des jeunes qui sont d'accord avec ça. Ces jeunes sont l'élite de demain, ces jeunes vont entrer sur le monde du travail, dans les ressources humaines, ces jeunes vont être employeurs, ces jeunes vont être universitaires, ces jeunes vont travailler dans le monde de la culture et faire des fictions pour propager leur idéologie. Donc voilà, c'est le visage des sociétés occidentales qui va sans doute changer. D'ailleurs, ce qui était aussi intéressant dans ce sondage, c'est qu'il y avait une autre question qui remplaçait la même question, mais les blancs étaient remplacés par des juifs. Et chez les 18-24 ans, vous aviez plus de 50% des gens qui étaient quand même d'accord avec l'idée que les juifs sont des oppresseurs. Donc voilà, il y a une tendance démographique de fond. Si vous voulez, les boomers, entre guillemets, bientôt ne participeront plus au débat public. Or, quoi qu'on pense des boomers, c'est la génération la moins woke. Donc, qu'en sera-t-il demain? En plus, plus les gens sont woke, plus il est difficile d'exprimer une objection, plus difficile socialement, plus difficile. Donc voilà, moi je suis assez pessimiste.
même si des gens continuent à résister, il ne faut pas exagérer. Pour l'instant, il y a encore une liberté d'expression, on peut encore s'opposer à cette idéologie, et c'est pour ça qu'il faut le faire. Est-ce qu'il n'y a pas dans cet effet un peu de jeunesse, pardon, ce que toute génération a connu, je parle pour les gens qui ont fait mai 68, à 18 ans, 20 ans, c'est le refus d'interdire, il est interdit d'interdire, et puis 30 ans plus tard, comme tout le monde, vous verrez à droite, ou centriste, ou vous votez pour des partis qui n'ont plus rien à voir avec ceux, parce que voilà, je pense à tous ces mouvements d'extrême gauche qui existaient très présents dans les années 80, 90, est-ce que finalement c'est pas le propre de la jeunesse? C'est une objection intéressante, mais il y a un peu de vrai, mais je pense qu'il faut relativiser. Déjà, quand on pense à mai 68 et la jeunesse gauchiste des années 70, etc., la jeunesse était gauchiste, mais si vous voulez, il y avait des adultes dans la pièce. C'est-à-dire que les professeurs dans l'université n'étaient pas d'accord avec leurs élèves. Les élèves étaient marxistes, mais ils n'étaient pas diplômés en marxisme. Ce n'étaient pas les professeurs qui leur disaient « soyez marxistes ». Voilà, tenez votre diplôme en marxisme. Aujourd'hui, on est diplômé en études de genre, où on apprend que la biologie n'existe pas, que le genre tous les stéréotypes de genre sont des constructions sociales, etc. On est diplômé en études postcoloniales. Donc, il n'y a pas la même pénétration institutionnelle, si vous voulez. Le marxisme n'était pas ou peu subventionné à l'époque en France. Aujourd'hui, le wokisme est subventionné et financé avec l'argent des contribuables à travers le financement public de l'université et de la culture. Donc, il n'y a absolument pas la même pénétration institutionnelle. Pareil, je pense que dans France Télévisions n'était pas aussi marxiste que France Télévisions aujourd'hui est woke, si vous voulez. Et puis, deuxième point, je pense qu'il ne faut pas oublier que on dit oui, non, mais le marxisme et le maoïsme de la jeunesse, mais c'est passé. C'est vrai qu'en Occident c'est passé, mais donc l'Occident n'était pas très affecté. Mais dans les pays où ils étaient très affectés par le maoïsme et le stalinisme de leur jeunesse, c'est passé après des millions et des millions de morts. Donc on a tendance, donc parfois l'idéologie ne passe pas et va jusqu'à ses conséquences les plus tragiques. Donc voilà, il faut quand même s'inquiéter. Il ne faut pas dire parce que le gauchisme des années 70 en France est passé. La nouvelle idéologie inquiétante passera elle aussi, ou enfin, si on prend d'autres exemples, le nazisme, les jeunesses nazies allemandes dans les années 20 et 30, c'est peut-être passé, mais en ayant abouti à ces conséquences tragiques. Donc je pense qu'il faut prendre ces idéologies très au sérieux. Alors vous avez donc écrit, j'en viens à votre livre, Woke Fiction, aux éditions du Cherche Midi. Il a été publié quand ? 21 septembre dernier. D'accord, donc c'est tout récent. Déjà, de quoi parle votre livre ? Donc c'est un livre sur la façon dont l'idéologie change nos films et nos séries. Si vous voulez, moi je suis très cinéphile, je suis aussi passionné du débat d'idées, et j'ai découvert depuis quelques années, on va dire depuis 2016, 2017, ça s'est accéléré après 2020, que le contenu des films et des séries changeait, perdait souvent en qualité. Donc en creusant, j'ai découvert que désormais les films et les séries, pas toutes mais beaucoup, doivent répondre à un véritable cahier des charges idéologiques. Donc, par exemple, les rapports de séduction ne peuvent plus être asymétriques, sinon c'est de la culture du viol. Les blagues jugées problématiques doivent toutes être effacées, donc évidemment on ne peut plus faire de blagues forcément très drôles. Les hommes dans les films ou les séries woke doivent toujours être présentés de façon assez négative. C'est une application de la misandrie woke. Voilà, la logique des quotas, la représentation qui donne un sentiment un peu artificiel où on a l'impression que les personnages, comme je le disais, ne sont pas des individus mais des représentants interchangeables qui sont là juste pour remplir un quota. J'ai remarqué aussi que l'Occident était toujours dépeint de façon très négative dans les films et les séries woke. Si vous regardez un film ou une série woke, les personnages de couleur sont sans cesse discriminés, se heurtent à des barrières liées à leur couleur de peau, et ces fictions nous racontent une histoire qui ne correspond pas forcément à celle que nous racontent nos propres yeux dans la vie réelle. Donc j'ai constaté tous ces changements et j'ai voulu documenter, j'ai voulu d'abord les critiquer, les documenter, creuser un peu pour découvrir les dessous, etc. Alors vous parlez des séries, je pense à Netflix, puisqu'on sait qu'aujourd'hui tout le monde regarde Netflix. C'est quand même assez paradoxal, puisque je ne sais pas si vous avez vu les spectacles ou un des spectacles de Ricky Gervais qui cartonne littéralement sur Netflix. Ricky Gervais, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le connaîtraient pas, c'est un comédien qui donc a fait maintenant 3 one-man shows, stand-upper, je ne sais pas comment l'appeler, mais bref. Et il est anti-woke
Et il est très très drôle, très irrévérencieux. Il y va à la truelle, hein. Il se moque des personnes, comme appelle Caroline Fourès de son livre La génération offensée, donc des gens qui sont offensés pour tout. Il se moque des décolonialistes, tels que vous l'avez décrit. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un vrai besoin des gens, sachant que Netflix est très woke et on reproche à Netflix d'être très engagé dans ces films-là, ces séries-là. Moi je me suis désabonnée, redésabonnée là parce que j'en pouvais plus, mais je suis allée voir un petit peu. Je pense par exemple à Sex and the City, le dernier, Opus, c'est insoutenable. C'est un tract, ambulant, mais d'une caricature, c'est insupportable en fait. J'en parle dans mon livre de ce nouveau Sex and the City, mais je crois que j'ai un peu oublié. Mais oui, effectivement, je crois qu'il y a des enfants transgenres dans tous les sens. Mais tout, il y a tout. C'est des troupes lesbiennes, c'est des. Il paraît que c'est que. Le scénario a été fait pour vraiment aller que sous ce prisme-là, et ils deviennent tous des pancartes. J'avais regardé quelques épisodes pour mon livre et effectivement, on aurait dit. Et c'est vulgaire à un point. Déjà, c'était pas très classe. Mais c'est une parodie, c'est-à-dire qu'on en arrive à une caricature en fait. Voilà. Alors, comment on peut expliquer ça, qu'un Ricky Gervais cartonne littéralement sur Netflix, qui est bien content de faire de l'argent aussi avec Ricky Gervais? En fait, comme je l'ai dit, les consommateurs de Netflix, eux, ne sont pas woke. Donc, quand un spectacle de Ricky Gervais arrive sur Netflix, ils s'y précipitent évidemment. Le problème, c'est les employés et les cadres de Netflix, parce que dans le monde de la culture, pour des raisons sociologiques, on est très woke. Un autre exemple, c'est le cas de Dave Chappelle. Il y a quelques années, le spectacle de Dave Chappelle devait être... un spectacle de Dave Chappelle a été mis en ligne sur Netflix. Et donc Dave Chappelle est plutôt woke, mais dans le spectacle, il fait des blagues contre l'idéologie trans. Des blagues. Ce que fait Ricky Gervais aussi. Dont les transgenres sont victimes. Et ça avait déclenché un tollé auprès des employés et des cadres de Netflix qui s'étaient mis en grève, qui avaient fait une grève en dehors des locaux de Netflix pour réclamer que le spectacle soit supprimé, que Netflix embauche plus d'employés non-binaires et transgenres. Je crois que la grève avait duré quelques jours et Netflix étonnamment n'avait pas cédé, la direction, parce que Netflix avait déboursé des millions d'euros pour s'assurer la diffusion du spectacle et que le spectacle cartonnait, donc Netflix n'avait pas cédé. Mais donc souvent les gens disent voyez, c'est la preuve que au final c'est les intérêts économiques qui reprendront le dessus, la direction n'est pas woke, on en revient. Mais on peut aussi lire cette histoire différemment. Oui, la direction n'avait pas cédé, mais on a quand même appris que la plupart des employés de Netflix étaient prêts à se mettre en grève parce qu'un spectacle non conforme à leurs inclinations idéologiques avait été mis en ligne sur la plateforme. Or, ces cadres et ces employés et ces scénaristes ont évidemment un fort pouvoir sur la ligne éditoriale de Netflix, ont une forme d'indépendance. On parle de chargés de développement qui lisent les scénarios, qui les réécrivent, qui en acceptent certains ou pas. On parle de producteurs qui s'occupent de maintenir le lien avec des auteurs, et qui imposent leur ligne éditoriale. On parle encore une fois de scénaristes qui, quand eux-mêmes adhèrent à l'idéologie woke, vont faire des choses woke. Donc peut-être que oui, la haute direction de ces entreprises n'est pas woke, mais c'est pas la haute direction qui fait tout le travail seul, qui écrit les scénarios, qui sélectionne les scénarios. Donc quand on apprend que énormément de cadres de chez Netflix se mettent en grève à cause d'une blague sur les transgenres, on comprend pourquoi la plupart des productions de Netflix sont woke. Oui, alors d'abord la résistance n'est jamais gagnée, ça peut à un moment à force de pression, ça peut aussi évoluer. Ça me fait penser à la série Friends aussi, avec les producteurs qui ont dû s'excuser publiquement, donner de l'argent pour les fonds, je ne sais plus quels fonds liés aux causes, voilà. Et puis c'est quand même un paradoxe. Puisque l'antisémitisme est en progression en France, c'est aussi, et pas qu'en France, hein, dans le monde entier, en progression. Il se libère, parce qu'on imagine que s'il se manifeste comme ça, c'est qu'il était là, sous-jacent, et c'est tout. La parole est libérée. Comment est-ce que cet antisémitisme trouve sa justification, pour être plus précis, au nom d'un antifascisme, pour les gens qui nous écoutent? Comment on en arrive à dire que l'antifascisme, aujourd'hui être antifa, c'est
C'est ce que je disais tout à l'heure, Ouais. c'est l'antifascisme woke, c'est résister contre les dominants qui oppriment les dominés. Or, les dominants sont ceux qui, en moyenne, réussissent le mieux, et donc les juifs sont les dominants par excellence. Donc être antisémite, c'est être du côté de la justice sociale. Mais quelque chose d'aussi simpliste, hein. Comment ça peut... comment on peut lutter pour que notre jeunesse sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous verriez vous comme solution? Comment pensez-vous que les auditeurs du podcast qui sont engagés contre l'antisémitisme et qui sont engagés très sincèrement contre les inégalités, qui ne veulent pas être pris en otage par cette idéologie, comment ils peuvent contribuer de manière constructive au débat sur le wokisme en France, tout en préservant les valeurs laïques, républicaine, d'universalisme et de volonté d'avancer et de lutter contre ces injustices? Non, simplement continuer à faire preuve de courage, à parler, à opposer des arguments, à lire pour apprendre des arguments. À lire, très important. Lire mon livre. Voilà. Et voilà, continuer à ne pas avoir peur parce que le wokisme fonctionne aussi par l'intimidation des dissidents. Tout à fait. Donc continuer à s'exprimer, continuer à même sur les réseaux sociaux, quand certains de leurs amis mettent des choses inacceptables sur le Hamas, etc., continuer à s'y opposer, même si c'est compliqué. Parfois, on a l'impression d'être seul contre tous. Ouais. Et voilà, et puis espérer que la rationalité reprendra le dessus, qu'en opposant de bons arguments, on arrivera à vaincre les mauvaises idées. Voilà. Un mot sur la cancel culture dont j'ai parlé en intro, enfin dans l'édito, mais on n'a pas prononcé pendant l'interview le mot de cancel culture. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est et ce qui est menaçant dans cette cancel culture? Cancel culture, culture de l'annulation. L'idée que les opinions avec lesquelles on est en désaccord ne doivent pas avoir le droit de s'exprimer. L'idée que les œuvres dites entre guillemets problématiques doivent être supprimées de certaines plateformes ou agrémentées de trigger warnings, donc d'avertissements pour dire aux spectateurs attention. Les représentations que vous allez voir sont datées. Disney a fait ça sur nombreuses de ses œuvres. Mais moi, dans mon livre, en fait, une idée que je défends, c'est qu'aujourd'hui, la cancel culture n'est plus le problème. Et c'est pas une bonne nouvelle. Parce que la raison pour laquelle la cancel culture n'est plus le problème, c'est que des œuvres, toujours entre guillemets, problématiques, ne se font même plus. Je dis que quand on parle de cancel culture, aujourd'hui, on passe à côté du problème. Parce que le problème n'est pas ce qui est annulé, le problème n'est ce qui est même plus produit. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de l'affaire Roald Dahl. Vous savez, Roald Dahl, donc, le romancier pour enfants, son œuvre a été entièrement réécrite l'année dernière par son éditeur, avec des lecteurs en sensibilité qui sont passés sur chaque page et qui ont réécrit les dialogues pour que ça ne puisse pas propager de stéréotypes négatifs. Par exemple, un exemple absurde, c'est à un moment, une dame explique à son petit-fils qu'il faut se méfier des femmes qui portent des gants parce que ça peut être des sorcières. Donc elle lui dit ça. Et les lecteurs en sensibilité ont rajouté « Mais attention, certaines femmes peuvent porter des gants et n'être pas des sorcières, il ne faut pas généraliser. » Et donc ce dialogue a été rajouté pour apprendre aux enfants à ne pas faire d'amalgame, de manière générale, à ne pas généraliser, à ne pas adhérer à des stéréotypes, etc. Et donc des dizaines de changements sur toutes les pages ont été faits à l'œuvre de Roald Dahl, ce qui est évidemment un scandale à la fois parce que on considère que les enfants sont des idiots, et à la fois pour la mémoire de Roald Dahl, et à la fois pour la qualité de l'œuvre. Mais ce qui est marquant, c'est que c'est une société de conseil en diversité et d'inclusion qui a fait les changements. Et quand ils ont été interrogés, ils ont dit nous, c'est rare qu'on travaille qu'on réécrive des œuvres anciennes, mais notre travail quotidien, notre raison d'être, c'est de travailler sur des romans contemporains avant leur publication. Donc c'est un vrai comité de censure. Voilà, donc c'est un comité de censure. Dans le monde anglo-saxon, c'est largement répandu. En France, Le Monde, il y a quelques mois, nous apprenait que ça commence et que ça devient de plus en plus répandu. Et donc, qui relisent tous les romans et qui disent à l'auteur non, ça tu peux pas dire ça, ça tu peux pas dire ça, ça va pas, ça faut changer de dialogue. Et donc, ce qu'on lit est déjà aux normes. Et moi, dans mon livre, c'est en particulier sur les films et les séries. C'est particulièrement le cas dans le cinéma. Toutes les plus grosses studios de production américains sont abonnés à des sociétés de diversité et d'inclusion qui relisent les scénarios avant le tournage et disent attention, là dans ce dialogue la femme est un peu trop passive, ça pourrait alimenter la misogynie. Attention, là la répartition des rôles, ça véhicule des stéréotypes de genre. Ton personnage, attention, là le rapport amoureux est asymétrique, donc on va dire que c'est la culture du viol, c'est la femme qui doit faire le premier pas. Attention, là le personnage noir réussit avec l'aide d'un blanc. Or, ça véhicule le cliché du sauveur blanc, soit l'idée que les personnages noirs ne pourraient pas réussir seuls
et donc ça alimente le racisme et ça envoie le mauvais message aux spectateurs noirs qui ont besoin de rôle modèles. Ouais. Donc la cancel culture n'a plus vraiment lieu aujourd'hui parce que là elle a encore lieu, mais c'est une cancel culture invisible en amont de la production qui ne génère pas de scandale dont on peut s'indigner, mais elle est encore plus pernicieuse. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est mettre au jour le cahier des charges idéologiques auxquels doivent obéir les films et les séries, pour que le lecteur puisse regarder des films et des séries en comprenant pourquoi certains choix ont été faits de manière plus avertie, en comprenant les scènes qui ont peut-être pu être supprimées à tel ou tel endroit, en comprenant pourquoi le film ou la série parfois lui paraît peut-être un peu étrange, un peu artificiel psychologiquement, etc. Ce que je comprends surtout en vous écoutant, c'est que ça génère un fric incroyable et tout un business qui doit naître de cabinets de conseil qui doivent pas du tout, on l'a vu d'ailleurs, il y a plein de médias qui se disent inclusifs et qui le martèlent à tout va, à toute publication, alors qu'on sait qu'en interne ça se passe très très mal, donc ça devient un business aussi finalement. En fait oui, effectivement, la demande de censure invisible existe et donc ça se mettre sur ce segment, mais je pense pas que la logique économique est ce qui motive à la base les sociétés de production à faire ça, parce que les sociétés de production, elles, perdent de l'argent parce qu'elles payent les cabinets de diversité et d'inclusion. C'est que les cabinets, je veux dire, non, mais l'existence de cabinets, oui, non, mais tout à fait, mais on va faire appel à nous, mais c'est pas uniquement du cynisme. Il faut garder en tête quand même que les gens qui travaillent dans ces cabinets sont des idéologues et qui sont contents de gagner de l'argent, mais qui croient aux idées qu'ils défendent. De manière générale, je pense qu'on a trop tendance à voir les choses sous l'angle économique et qu'on sous-estime les facteurs idéologiques de manière générale. On sous-estime à quel point les gens peuvent agir contre leurs propres intérêts quand ils adhèrent à certaines croyances. On sous-estime à quel point récément Delphine Ernotte a dit sur France Télé, on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Sans doute, ils font sans doute des films et des séries moins bien pour cette raison. D'ailleurs, la question c'est qui est ce on qui décide à quoi doit ressembler la France. Delphine Ernotte a-t-elle été élue démocratiquement? Ses opinions sont-elles validées? Mais bon, en tout cas, voilà, c'est idéologique. Il n'y a pas de logique économique. D'ailleurs, c'est France Télé. Mais dans le privé non plus. On voit que depuis quelques années, Disney a perdu la moitié de sa capitalisation boursière. Disney ne fait plus rêver. C'était une des marques préférées des Américains. Maintenant, c'est une des marques les plus détestées des Américains. Donc, le calcul économique n'est pas toujours gagnant, à certaines exceptions près, bien sûr. Et donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le facteur idéologique. Et comment vous expliquez alors, pour en finir, mon avant-dernière question, vous avez été cueilli par France Inter et je ne sais pas si elles sont tous les trois journalistes, chroniqueuses, présentatrices et journalistes, qui semblaient vouloir être de bonne foi, parce que moi j'ai trouvé, quand j'ai vu ce passage, que vous étiez censuré, c'est-à-dire qu'en fait on sentait que vous ne pouviez pas parler, vous ne pouviez pas vous exprimer. Et comment? Alors, soit elles sont de bonne foi, soit elles sont, pardon, mais complètement idiotes, soit, parce qu'elles disent, elles vous disaient, voilà, vous venez vous exprimer, il y a de la censure, les blancs, mâles blancs, machin, ne peuvent plus parler, mais enfin bon, en attendant, vous êtes à notre micro, vous vous exprimez, en balayant tout ce dont on vient de parler, qui n'est pas de notre ressort, qui existe dans les facs, dans les universités, qui existe dans les arts, qui même fait le sujet d'un débat entre des gens intellectuels de gauche, de droite, etc. Comment on en arrive à ce point à nier les choses ou à faire preuve de mauvaise foi ou à avoir comme ça des... Oui, non, mais donc en fait, j'ai été reçu sur France Inter à 17h, donc dans l'émission de 17-18h, par 3 chroniqueuses qui animent cette tranche horaire. Les 3 sont de gauche, les 3 ne cachent pas qu'elles sont de gauche. Qu'est-ce qu'on dirait si c'était 3 individus de droite qui avaient 1 heure seule d'antenne sur France Inter tous les jours de 17h à 18h? Certains crieraient au scandale, et ça le serait d'ailleurs. Moi, le service public doit être pluraliste, doit refléter donc là, effectivement, elles étaient toutes les 3 de gauche, elles m'ont invité. Je pense que voilà, le mot wokisme les agace parce que par exemple, pendant l'émission, l'une d'elles m'a dit que l'intersectionnalité était un outil scientifique. Effectivement, c'est un outil qui se prétend scientifique parce que ça a été théorisé dans les facs de sociologie, etc. Mais on peut penser que, moi je pense que ça n'a pas de grande valeur scientifique, même si ça se prétend scientifique. Et donc, en fait, tout simplement, c'est les gens qui adhèrent à l'idéologie woke ou aux grandes croyances au sein de la constellation des idées woke. C'est un outil, mais ça n'existe pas. Ouais. Et donc forcément, les gens qui écrivent des choses sur le wokisme pour critiquer ce mouvement, ça les agace, elles essayent de ne pas en parler. Là, plusieurs livres sur le wokisme sortaient en même temps, et je pense qu'elles se sont dit, bon, il faut au moins qu'on en invite un. Lui, le petit jeune, on va se le faire.
Ouais, c'est ça. Oui, c'était ça. Et en fait, je sais pas, je vais pas leur faire de procès d'intention, je connais pas leurs intentions. Mais moi, en tant que spectatrice et journaliste, c'est ce que je me suis dit. Donc, oui, mais bon. Et j'interviewe pour la presse écrite des gens avec lesquels je suis pas du tout le temps d'accord. Mais c'est vrai qu'au final, cette séquence m'a pas mal aidé parce que leur traitement était tellement scandaleux qu'il a été repartagé sur Twitter par des politiques, par des journalistes. Complètement... Et que voilà, ça m'a. C'est grotesque, c'était caricatural. Ça a probablement boosté mes ventes de livres. Très bien. Donc votre livre Woke Fiction aux éditions du Cherche Midi. Est-ce qu'il y a quelque chose lié à ce sujet que vous souhaiteriez dire que l'on n'a pas abordé et qui serait important pour vous? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Très bien. Merci Samuel. Quant à nous, vous pouvez retrouver le podcast sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer et également d'autres plateformes, mais ça je vous dévoilerai dans le prochain épisode. Je vous remercie et à très vite.